Au moment où le gouvernement prépare pour la population française un manuel de survie face aux crises majeures, l'invité d'ici que nous allons accueillir ce soir, Michel, a lui sorti un traité de self-défense psychologique. Vous pouvez lui poser vos questions dès maintenant, comme tous les soirs, en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Questions au psychiatre Jérôme Palazzolo. Bonsoir, docteur Jacqueline Lady, vous venez de publier ce petit traité de self-défense psychologique. Vous êtes médecin psychiatre, enseignant à l'université de Nice et auteur prolifique. Vous avez déjà signé près de 70 livres avant celui-ci. Avant d'en parler, une question très rapide qu'on voulait vous poser par rapport à l'actualité, ce séisme qui a eu lieu hier soir. Les pompiers ont été submergés d'appels. Qu'est-ce que ça peut déclencher chez les gens ? Qu'est-ce qui explique cette forme d'angoisse ? Et ça peut entraîner pas mal de choses, et entre autres l'exacerbation de certains troubles. C'est-à-dire que si déjà on souffre d'un trouble anxieux, que ce soit ce qu'on appelle un trouble anxieux généralisé ou un trouble panique, voire même un trouble de stress post-traumatique, eh ben c'est quelque chose qui peut être exacerbé par ce type de problématique et donc qui peut nécessiter des interventions psychologiques, voire psychiatriques, chez des patients qui jusqu'à présent étaient relativement bien stabilisés. Donc c'est absolument pas anodin. Absolument pas. On va en venir tout de suite à votre ouvrage dans lequel vous énumérez, par exemple, toute une série de règles d'or pour faire face à une agression, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique. Il s'agit, par exemple, d'évaluer son interlocuteur d'après son langage corporel. Vous l'expliquez très bien dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les signaux que renvoie une personne agressive, signaux physiques ? Et effectivement, il y a tout un langage qui est le langage déjà verbal, c'est ce qu'on va dire. Il y a le langage paraverbal, qui est l'intonation, et puis le langage non-verbal. Et ces langages sont importants à repérer, c'est-à-dire que dans le langage non-verbal, quelqu'un qui va se mettre à vous parler en vous regardant droit dans les yeux, en commençant à serrer les mâchoires, en commençant à serrer les poings, voire en devenant tout blanc, en général, il y a danger. C'est pas la personne qui va s'exciter, devenir tout rouge, etc., qui va le plus poser problème en général. C'est un signal ce sont des signaux auxquels il faut être attentif. Alors justement, on va vous montrer quelques images. C'est la dernière poignée de main entre les présidents Macron et Trump. On le voit sur ces écrans. Ce sont ces longues poignées de main viriles. Je ne sais pas s'il faut les interpréter comme ça. Qu'est-ce que vous y voyez, vous, dans cette poignée de main entre ces deux chefs d'État ? Et il y a beaucoup de choses qui passent dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'une poignée de main, en général, si je vous serre la main, on se serre la main et ça s'arrête là. Alors que là, on voit qu'il reste un moment, que chacun tire un peu la main de son côté, c'est peut-être un moyen d'imposer sa manière de penser, sa manière de fonctionner à l'autre. Et quelque part, alors c'est peut-être pas flagrant sur cette image-là, mais dans certains cas, ça peut être quelque chose de très violent et très agressif. Quelqu'un qui vous attrape la main, qui vous la lâche plus et qui vous secoue dans tous les sens. On est en train de basculer entre la violence psychologique et la violence physique dans ces moments-là. Alors dans votre livre, vous parlez des agresseurs verbaux, vous faites une sorte de typologie, le sarcastique, le marteleur, le plaisantin. Vous parlez aussi du renard. Qu'est-ce que c'est que ce renard ? C'est un lien avec la fable de La Fontaine ? Et complètement, c'est-à-dire le renard, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va flatter le corbeau pour que le corbeau lâche le fromage. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des agresseurs qui vont vous flatter, finalement, pour vous mettre en confiance, et puis à un moment donné, vous faire une réflexion et vous comprenez pas bien d'où elle vient. Alors c'est pas nécessairement un comportement volontaire, c'est-à-dire que la personne ne va peut-être pas se dire tiens, je vais lui dire ça pour qu'il réagisse comme ça. Mais par contre, lorsqu'on est face à ce type d'agresseur, c'est important d'avoir quelques méthodes pour essayer de réagir de manière adaptée. Alors justement, on va en venir aux victimes. Là aussi, vous écrivez dans votre livre, si vous vous comportez comme une victime, par exemple, une démarche craintive, un regard fuyant, une voix hésitante, vous avez beaucoup plus de risques d'être agressé. Est-ce que ça veut dire, à contrario, qu'on peut se mettre à l'abri d'une partie des agresseurs en changeant, en adaptant nos comportements ? Et complètement. Mais ça, c'est un réflexe quasi animal. C'est-à-dire que vous avez un chien qui se dirige vers vous et qui est agressif. Si vous avez peur, si vous commencez à vous enfuir, vous avez de fortes chances d'être mordu. Par contre, si vous déployez une dynamique qui vous permet d'échanger avec lui, vous lui parlez doucement, vous avez des gestes calmes, etc., il y a très peu de chances qu'il vous agresse. On fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire que vous avez parfois, c'est problématique de dire ça, mais vous avez des personnes qui ont un profil d'agressé. C'est-à-dire que si vous vous baladez dans la rue en tenant votre sac
sac, en regardant partout s'il y a quelqu'un qui est là et en marchant vite, vous avez plus de chances de vous faire agresser que si vous marchez normalement en regardant un peu les personnes qui sont autour de vous. Est-ce que on peut considérer que chacun peut être tour à tour victime et agresseur? Il n'y a pas forcément des profils de victimes et des profils d'agresseurs. Tout dépend de la situation, c'est-à-dire qu'on peut tous avoir un certain profil, c'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman en communication, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un profil d'agresseur à certains moments, un profil de victime, voire un profil de sauveur aussi dans certains cas. Le tout, c'est d'essayer d'être vigilant pour repérer ça et essayer de ne pas tomber dans ce piège. Apprendre à se connaître et apprendre à reconnaître l'agressivité chez l'autre. C'est déjà l'heure de passer aux questions des téléspectateurs. Alors Elisa voudrait savoir si vous avez quelques astuces pour ne pas craquer en public. Alors pour ne pas craquer en public, l'objectif c'est de ne pas se laisser déborder par les émotions. C'est-à-dire d'essayer d'être le plus possible dans la cognition, c'est-à-dire dans la pensée. Et on va essayer de penser, par exemple là je suis en train de penser à ce que je dois vous dire. Je ne vais pas me laisser stresser par dire oh là là il y a la caméra ici ou le micro là. Ça marche en voiture ça par exemple? Ça peut très bien marcher en voiture également, bien sûr. Alors une autre question de Jackie d'Antibes qui voudrait savoir aussi si vous avez des conseils de self-défense psychologique en cas de burn-out professionnel. Alors en cas de burn-out professionnel, bon déjà si on est dans un burn-out c'est une pathologie, il faut déjà la traiter, donc voir un professionnel si on est vraiment dans un burn-out. Maintenant l'objectif c'est d'essayer de se protéger de la personne qui peut être agressive et en général dans le cas d'un burn-out c'est souvent les collègues ou le patron. Donc là encore mettre en place des méthodes spécifiques. Merci. C'est déjà la fin de cette interview. Merci docteur d'être venu. Je rappelle le titre de votre livre, Petit traité de self-défense psychologique, comment gérer l'agressivité.